La Chine couvre 7% des terres émergées. Je vais explorer ces chaînes de montagnes. Je suis au 7e ciel. Découvrir ces prairies. Traverser des déserts et sillonner des jungles. La Chine est le seul pays où l'on peut trouver des éléphants au sud et des rennes au nord. Je pars à la recherche de créatures rares et extraordinaires. Alors, venez avec moi. Voici Dali, une ville de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Je suis venu à Dali parce que c'est le point de départ idéal pour découvrir les fabuleux animaux de Chine. Dans ces montagnes, on trouve des cobras mortels. C'est vraiment une créature magnifique. Je vais rencontrer une mante religieuse, des rhinopithèques rares, me retrouver nez à nez avec une incroyable tortue, participer à une partie de pêche très spéciale et échapper à un crotal. Le Yunnan est le royaume des animaux. Cette province concentre la moitié des espèces végétales et animales que compte la Chine. Je pars à la rencontre de ces légendaires créatures dans la réserve de Wuliangshan, à 200 km de Dali. Elle est nichée très haut dans les monts Wuliang. Cette région isolée reçoit peu de visiteurs. Pour ses habitants, l'oiseau rare, c'est moi. À 2000 mètres d'altitude, on entre dans la réserve. C'est une immensité verte d'arbres caducs et de cascades pittoresques. Le climat subtropical fait de ces montagnes un paradis pour mes animaux préférés. Je suis très excité. Dans cette région, on trouve plus de reptiles et d'amphibiens que partout ailleurs en Chine. Il y a des crapauds bizarres, des cobras, des tas de serpents magnifiques et aussi des tortues vraiment très étranges. Pas de temps à perdre, il y a trop de choses à voir. Je me suis muni d'un crochet à serpent. C'est très utile quand on a affaire à des reptiles venimeux qui peuvent surgir à chaque pas. Comme partout, le mois de mai est la saison des amours. Les grenouilles et les salamandres s'installent près de l'eau pour se reproduire. C'est là qu'il faut chercher les serpents. Les amphibiens adorent les petits ruisseaux de montagne et les zones humides comme celle-ci. Là, ça bouge. Tu ne m'échapperas pas comme ça. Oh, il est plein de verrues. Je n'en ai jamais vu autant. C'est un crapaud sonneur géant. Ces verrues sont empoisonnées. Et regardez ce ventre magnifique. Il porte de belles taches orange vif. Quand un prédateur l'attaque, il se retourne, prend une sorte de pose de yoga et révèle ses taches couleur de feu. Il avertit ainsi son agresseur qu'il a mauvais goût et qu'il est venimeux. La réputation de la réserve n'est pas usurpée. C'est vraiment le paradis des amphibiens. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour trouver ce merveilleux crapaud. Je croise les doigts pour rencontrer aussi des reptiles. Le crapaud sonneur peut pondre jusqu'à 300 œufs dans les eaux peu profondes d'un ruisseau. Je garde les yeux fixés sur le sol. Je me passionne pour ces reptiles depuis des années. Et j'arrive plutôt bien à repérer leurs motifs et leurs formes dans la nature. Écoutez, des perroquets. On les voit bouger en haut de cet arbre. Ce sont des perruches de Derby. Je n'en vois qu'une ou deux, mais il y en a probablement d'autres cachées dans le feuillage. Ces oiseaux vivent en groupe d'une quarantaine d'individus. Les becs des mâles sont rouges vifs et ceux des femelles tout noirs.
Je continue de scruter le sol. Les serpents aiment les coins ensoleillés en bordure des chemins. Un cobra! Là! C'est un cobra à monocle. On le reconnaît à ce motif caractéristique sur le capuchon. Pour les bouddhistes de Birmanie et de Thaïlande, c'est un serpent sacré. Ce motif à l'arrière de sa coiffe serait l'empreinte du pouce de Bouddha. Ce n'est pas un serpent agressif. Cette posture est un avertissement. Il préfère garder son venin pour attraper une proie. Il ne veut pas le gâcher sur moi ou sur le caméraman. Sa morsure est neurotoxique. Son venin affecte le système nerveux et il contient aussi des cytotoxines. Des toxines qui entraînent la destruction des tissus. Il ne s'intéresse pas du tout à moi, il est captivé par son reflet dans la caméra. Comme quoi c'est parfois très utile d'être accompagné d'une équipe de tournage. Si Matthew, notre preneur de son, pouvait attirer son attention... Excellent. Ces serpents se méfient du moindre mouvement. Mais le micro de Matthew détourne son attention. Je vais pouvoir le tenir sous la coiffe. Tant que ça bouge ailleurs, tant qu'il ne me voit pas, je ne cours aucun danger. On peut voir ce magnifique serpent sur toute sa longueur. Ah, un petit sifflement. Je le tiens doucement pour vous montrer sa taille. Je mesure 1,90 m. Le cobra mesure donc 1,50 m. Les cobras à monocle peuvent être bien plus grands, jusqu'à 2,30 m. Oh, continue de bouger la perche. C'est vraiment étonnant. Il ne quitte pas le micro des yeux. Tant que son attention reste focalisée sur ce mouvement, je suis en sécurité. Ces fabuleux reptiles sont devenus rares en Chine. Les gens ont longtemps pensé que le sang frais de cobra mélangé au vin améliorait la vue. Pure superstition, bien sûr. Aujourd'hui, les Chinois ne croient plus à ces fables. J'espère que les cobras repeupleront bientôt la région. Car ils sont un bienfait pour les paysans. Ils dévorent les rats et les souris qui détruisent leurs récoltes. Au printemps, la réserve de Wuliangchang regorge de reptiles et d'amphibiens. Il y a plus de 100 espèces ici. Aujourd'hui, j'espère pouvoir vous montrer l'une des plus étranges tortues qui soit. Ce mystérieux reptile vit dans les torrents de montagne. Sur le chemin, je croise un vrai montagnard. Voici l'un des plus beaux serpents ratiers du monde. Une couleuvre de jade. Je n'ai pas besoin de l'attraper. On la voit très bien sur sa paroi. C'est un serpent constricteur, tout à fait inoffensif. Elle attrape sa proie, s'enroule autour d'elle, et une fois qu'elle l'a étouffée, elle l'avale tout rond. Ces losanges noirs et or sont vraiment splendides. Regardez avec quelle agilité elle grimpe sur cette paroi verticale. Elle cède des écailles carénées de son ventre. Elle escalade dans le vide. Les serpents ont vraiment une musculature puissante. Sa queue pend dans le vide. Dans les montagnes de Chine, ces couleuvres vivent jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Quelle ascension! C'est phénoménal! La tortue que je cherche passe ses journées dans l'eau, cachée dans une anfractuosité rocheuse ou enterrée sous les graviers.
Voilà une cachette idéale. Regardez ça! Je n'aurais pas dû l'attraper. Lâche-moi! Oh zut! Voici une magnifique tortue à grosse tête. Elle m'a vraiment fait mal. À la différence des autres tortues, elle ne peut pas rentrer sa tête à l'intérieur de sa carapace. Alors elle n'hésite pas à mordre pour se défendre. Son nom latin est délicieux. Platysternon megacéphalum, que l'on pourrait traduire par tortue à grosse tête. Et on voit que ça lui convient tout à fait. C'est vraiment un drôle de reptile. On dirait qu'on l'a assemblé avec les membres dépareillés d'autres tortues. Ne me mords pas le nez. Hein. Elle a des beaux yeux. Ces tortues n'aiment pas trop la chaleur. C'est pour cela qu'on les trouve surtout dans ces torrents frais du sud de la Chine. Elles passent la majeure partie de la journée dans les anfractuosités et sortent la nuit pour se nourrir. Leur bec et leurs mâchoires tranchantes sont vraiment très puissants. Je suis bien placé pour le savoir. Ils leur permettent d'écraser les coquillages et les crustacés. La tortue à grosse tête n'est pas très bonne nageuse, mais elle a des talents inattendus. Comme la couleuvre de jade, c'est une grimpeuse hors pair. Elle est capable de remonter les chutes d'eau et les rapides à l'aide de sa queue. Celle-ci est si longue et si puissante qu'elle peut supporter tout son poids. On en aurait même vu grimper dans des arbres. Je suis sûr que le lit de ce torrent cache d'autres créatures à sang froid. Mais en général, elles ne sortent qu'à la nuit tombée. Les amphibiens sont l'un des gibiers préférés des oiseaux de proie. Alors ils se cachent pendant la journée et attendent la nuit pour sortir quand les oiseaux dorment. Mais moi, je ne vais pas me coucher. Je vais essayer de surprendre ces créatures dans l'obscurité. Il peut y avoir des petits animaux n'importe où ici. Cet éboulis regorge de cachettes idéales. Il doit aussi y avoir d'autres animaux près de l'eau. Voilà quelque chose. Ce n'est pas un amphibien, mais... Ne me pince pas. Mais il est amphibie. C'est un crabe qui n'a jamais vu la mer. On est à des centaines de kilomètres de l'eau salée. Les crabes d'eau douce ont modifié leur cycle de développement pour s'adapter à ce type d'environnement. Leurs cousins marins pondent des centaines de milliers, voire des millions d'œufs. Puis ces larves minuscules flottent à l'état de plancton dans l'océan avant de devenir des crabes. Les crabes d'eau douce, eux, ne pondent que quelques œufs. Mais ceux-ci sont beaucoup plus gros. La femelle les porte sous son ventre. Quand ils éclosent, ce sont déjà des répliques miniatures des adultes. Et leur mère s'en occupe encore pendant 2 semaines. Si les crabes d'eau douce ne protégeaient pas leurs petits, ils seraient très certainement emportés par le courant. Allez! Ah. Je te tiens. Voici un superbe amphibien. C'est un triton empereur. Son dos est semé de protubérances comme un crocodile. Sa particularité, c'est son système de défense très ingénieux. Quand il est attaqué par un prédateur, il se roule en boule et fait littéralement ressortir ses épines dorsales de ses flancs. L'agresseur a l'impression d'avaler un tas d'os. Il le recrache et le triton s'en sort indemne. C'est encore un extraordinaire amphibien de Wuliangshan. Allez, oust! Certains animaux se confondent avec le feuillage le jour, mais la nuit, dans le rayon de la torche, ils se voient comme le nez au milieu du visage. Je scrute les branches qui surplombent le chemin. J'espère bien apercevoir quelque chose dans l'obscurité. Un serpent.
Regardez-moi cette beauté. C'est un Trimereserus yunanensis, un serpent de la famille des crotales. Il est tout jeune. On le voit à cette magnifique ligne marron et crème qui court d'un bout à l'autre du corps. Les femelles sont uniformément vertes. Il attend sur sa branche, guettant l'approche d'une proie, une grenouille, un oiseau ou un petit mammifère. Il possède un organe sensible aux radiations thermiques. Ses fossettes entre les yeux et les narines. Elle détecte la chaleur corporelle de ses proies ou de dangers potentiels comme moi. Mais bien sûr, je ne lui veux pas de mal. S'il trouve une femelle... Oh là! Il m'a repéré. Une petite attaque. Je disais donc que s'il trouve une femelle, ils vont s'accoupler et elle pondra ensuite entre 3 et 8 œufs. Il se met à bouger. Il se rapproche un peu. Je vais le laisser chasser tranquillement. Bonne chance, oula. Quelle rencontre! La réserve de Wuliangshan est vraiment pleine de trésors. Je retourne maintenant à Dali pour rencontrer d'autres animaux fantastiques. Situé dans l'ouest de la province du Yunnan, Dali est niché au pied des monts Kangshan, sur la rive occidentale du lac Erai. C'est ici que le peuple Bai s'est établi il y a 3000 ans. Cette ethnie est réputée pour ses costumes et ses édifices hauts en couleur. Aujourd'hui, la ville attire les couples d'amoureux. Ils affluent de toute la Chine pour passer un séjour romantique ou même se marier. Yao. Une légende Bai contribue à sa réputation de capitale chinoise de l'amour. Elle parle d'amants maudits et de magnifiques insectes. Un vallon boisé, la source aux papillons, voici la toile de fond de ce conte merveilleux. On raconte qu'une ravissante jeune Bai du nom de Wengu et son amant ont décidé de se noyer ici pour échapper aux griffes d'un seigneur perfide. Et tous les ans, leur esprit réapparaît sous la forme d'un couple de papillons. La légende est alimentée par les papilio bianor, les Idea leuconoe, aussi appelés les grands planeurs, et les Euplea mulcibers, 3 des 20 espèces de papillons qui convergent ici tous les étés. Pour moi, le cycle de vie des papillons est aussi magique qu'un conte de fées. Ces macarons se livrent à une exquise danse de séduction. Après la fécondation, la femelle pond jusqu'à 1 millier d'œufs dorés. Elle identifie la plante avec les récepteurs gustatifs de ses pattes. Elle s'assure ainsi que ses feuilles seront au goût de sa progéniture. La femelle colle soigneusement chaque œuf à la feuille. Dans quelques jours, les chenilles vont éclore. La coquille de l'œuf sera leur premier repas. À partir de là, elles vont manger encore et encore sans jamais s'arrêter. Elles peuvent consommer jusqu'à 2 fois leur poids en une seule journée. Le chapitre suivant est le plus fascinant de tous. Dans la chrysalide, le corps de la chenille est démantibulé. Et au cours d'une incroyable métamorphose, un nouveau corps, celui du papillon, est assemblé. Le mystère s'accomplit. Le tirumala,
Limniacée a besoin de 20 à 30 minutes pour déployer ses ailes. Pour accomplir cet exploit, il avale de l'air pour augmenter de 15 fois sa pression sanguine. C'est une merveille. La grosse chenille maladroite est devenue un papillon délicat et aérien. Mais la vie dans les airs peut être dangereuse. Je suis au comble du bonheur. J'observe les papillons en sirotant une boisson fraîche. C'est une spécialité de la région de Dali, du jus de noix. C'est sucré et délicieux. Les papillons se nourrissent de boissons sucrées. Ils ne mangent pas d'aliments solides. Et pour cela, ils disposent d'une paille intégrée, le proboscis. Entre les repas, il est enroulé sous la tête du papillon. Une fois dépliée, cette trompe fait jusqu'à 3 fois la longueur du corps. Les insectes aspirent le nectar sucré de la fleur. En retour, il transporte son pollen pour qu'il féconde une autre fleur. L'existence du papillon semble idyllique et insouciante. On volette de fleur en fleur en sirotant le nectar, mais le danger peut se tapir dans les plantes. Regardez, voilà l'un de mes insectes préférés, la menthe religieuse. Je ne suis pas leur seul admirateur. On s'intéresse aux menthes depuis très longtemps. On trouve la toute première référence aux menthes dans le Heria, le plus ancien dictionnaire chinois, rédigé il y a plus de 2000 ans. Il y est écrit que la menthe est brave et courageuse. Elle observe chacun de mes gestes. Les menthes ont de gros yeux, une excellente vue et un long cou flexible. Il permet de faire pivoter leur tête pour observer tout ce qui se passe. Je suis tout près, mais elle continue tranquillement de fourbir ses armes. Elle n'a peur de rien. Autre caractéristique, la patience. Elle attend immobile jusqu'à ce que la proie soit à sa portée. Justement, voici un grand planeur. Il folâtre au-dessus des fleurs. En une fraction de seconde, la menthe a détendu ses pattes avant et embroché l'imprudent avec ses longues piques. Le papillon est dévoré vivant. Il déploie ses androconies. Ses poils auraient dû lui servir à diffuser son odeur pour séduire une belle, mais il n'aura plus l'occasion de faire sa cour. Le papillon est méthodiquement grignoté. Le gosier étroit de la menthe ne lui permet d'avaler que de minuscules morceaux. Ces prédatrices ne se contentent pas de manger d'autres insectes. Elles attrapent des grenouilles et des lézards. Il leur arrive même de capturer des oiseaux en plein vol. Mais les menthes ne sont pas les seuls dangers qui menacent les papillons. D'autres prédateurs tentent des pièges très ingénieux pour les attraper. À l'aide des brosses de poils de ses pattes arrière, l'araignée tire des fils de ses glandes à soie. Elle fabrique une toile orbiculaire, l'une des plus grandes merveilles de la nature. Je n'ai jamais vu autant de néphiles qu'ici à Dali. Leurs pièges collants, étirés entre rameaux et branches, peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. Pour éviter de se prendre dans leur propre toile, les araignées enduisent leur corps et leurs pattes d'une substance huileuse. Mais un papillon n'a aucune chance d'en réchapper. L'araignée se jette sur le lépidoptère.
son venin paralyse l'insecte. Elle injecte ensuite des enzymes digestives dans sa proie pour liquéfier ses tissus. Elle obtient ainsi une purée de papillons qu'elle aspire avec délice. Quand elle est repue, l'araignée emballe les restes du repas dans un paquet de soie qu'elle garde pour plus tard. Les papillons se reproduisent très vite. Les prédateurs n'entament donc pas leur population. Et tant mieux, parce qu'observer ces créatures gracieuses est un véritable enchantement. La vue sur le lac Erail, l'un des plus grands de Chine, est aussi un ravissement. Le peuple Bai entretient un lien particulier avec la nature. Pour honorer leurs ancêtres et afficher leur prospérité, ils ornent leurs portes de décors extravagants. La plupart représentent des fleurs et des animaux. La grue est un symbole de longévité et de bonheur. La carpe, quant à elle, est censée attirer la réussite et la bonne fortune. Les coiffes des femmes symbolisent le croissant de lune au-dessus du lac Erail. Pour les Bai, cette mer intérieure est source de vie. Ils tirent leur subsistance des sols fertiles qui l'entourent et du lac lui-même. Les escargots d'eau douce sont extraits de leurs coquilles. Il y a aussi beaucoup de poissons. Et je vais d'ailleurs enquêter sur une incroyable méthode de pêche. C'est une explosion de couleurs. Les Bai portent le costume traditionnel tous les jours, pas seulement pour les touristes. Ils entretiennent aussi une excellente relation de travail avec des animaux sauvages. Les cormorans. Ces oiseaux apprivoisés vivent dans des enclos aux abords du lac. Certains vont même jusqu'à se reproduire en captivité. Celui-ci semble hésiter. Cette cuillère serait du plus bel effet dans son nid. Les oiseaux n'ont que quelques mètres à faire pour aller au travail. Sur le lac Erail. Ils ont entre 2 et 10 ans, la fleur de l'âge pour la pêche. Je me joins justement à cette équipe d'experts pour une sortie sur le lac. Monsieur Yang prépare ses pêcheurs. Ils nouent un brin de paille autour de leur cou, sinon les cormorans avaleraient tous les poissons qu'ils prennent. Ils ne serrent pas le nœud. Les oiseaux ont besoin d'être un peu bousculés pour se mettre au travail. On agite l'eau et on les éclabousse pour les stimuler. Ils vont bien finir par se mettre en chasse. Et voilà, ils plongent. Ce sont de merveilleux nageurs. C'est formidable de reproduire ces gestes immémoriaux. En Chine, la pêche au cormoran est une tradition vieille de 1500 ans. Il n'y a pas beaucoup de poissons par ici. Monsieur Yang rappelle les cormorans. Il se lave et s'ébroue avant de remonter dans le bateau. Je vais lui prendre le bec pour l'aider à remonter. Voilà. Tu fatigues un peu, hein? C'est fantastique. Je suis entouré de cormorans qui se sèchent au soleil. À la différence des autres oiseaux, leurs plumes ne sont pas enduites d'une huile imperméable. Ça leur permet d'être plus rapides dans l'eau. En revanche, ils sont trempés jusqu'aux os après une séance de pêche.
Ils se sèchent en déployant leurs ailes. Ça va, tu te réchauffes? Celui-ci, c'est Dai Zhongzi, le chef de la flottille des cormorans. Il a 7 ans. Quand il part à la pêche, les autres le suivent. Mais jusqu'ici, tu n'as pas eu de chance, hein? Maintenant qu'ils sont secs, on va essayer un autre coin. Au début du XVIIe siècle, la pêche au cormoran est devenue un sport royal en Angleterre. Jacques Ier possédait un groupe de cormorans. Il a dépensé des fortunes pour s'adonner à ce loisir. Il a même fait creuser des mares pour ces oiseaux à Londres, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Parlement. Monsieur Yang et son équipe vont faire une autre tentative. Allez, on y va. Les oiseaux semblent rester plus longtemps sous l'eau. C'est bon signe. Voilà un cormoran. Il en a attrapé un. Oh, et c'est un gros. Merci. Regardez la taille de ce poisson. Bravo. Les cormorans savent qu'on va leur enlever leur prise, mais qu'ils auront une récompense en échange. En voilà un autre. Il le tient bien serré. Bien joué, mon gars. Tu auras ton dû. Il travaille bien, non? Bravo, monsieur Yang. Ils ont des becs crochus et ils n'aiment pas lâcher leur prise. Il s'accroche à son poisson. Et on le comprend, il est énorme. Allez, lâche. C'est bon, tu as gagné ta récompense. Merci beaucoup. Et de 4. Vous êtes une sacrée équipe de pêcheurs. Je sens le poisson, je suis couvert d'écailles, mais je n'aurais voulu rater ça pour rien au monde. Une sortie avec Dai Zhongzi, le chef des cormorans, et avec Monsieur Yang et toute son équipe de pêcheurs. C'est un véritable privilège. Pas vrai? En Chine, les méthodes de pêche traditionnelles disparaissent peu à peu. C'est formidable de les voir préservées sur le lac Erail. En revenant à terre, j'aurai juste le temps de prendre une bonne douche avant de repartir vers les hauteurs. Je quitte Dali pour partir en quête d'une créature si mystérieuse qu'elle n'a jamais été vue en dehors de la Chine, pas même dans un zoo. Je me dirige vers les monts Yunling, à l'extrême nord-ouest de la province. Ces sommets s'étendent à l'ouest vers le Tibet, jusqu'au contrefort de l'Himalaya. Le Baima Shuishan est l'un des 20 sommets qui culminent à plus de 5000 mètres. Il a donné son nom à une réserve naturelle créée pour protéger l'animal menacé que j'espère rencontrer. C'est ma dernière étape au Yunnan. Je suis dans ces magnifiques montagnes pour chercher la créature fabuleuse que les gens d'ici appellent l'esprit de la neige. Ils lui ont donné ce nom parce qu'il vit dans les hauteurs, là où les pentes se couvrent de neige en hiver. Il peut vivre à des altitudes plus élevées que n'importe quel primate, à l'exception de l'homme. Les voilà. Je vous présente un groupe de rhinopithèques du Yunnan. Mâles et femelles sont semblables, mais il est une fois et demie plus grand qu'elles.
Les petits naissent tout blancs et deviennent gris vers 1 ou 2 ans. Je suis entouré de rhinopithèques. Ces singes sont parfaitement à l'aise sur le sol. Ils y passent 1/5 de leur temps. On dirait que la troupe vient à ma rencontre. Ils sont nourris par l'homme et se sont donc habitués à sa présence. Je peux les observer de près. La Chine compte 3 espèces de rhinopithèques. On les reconnaît à la forme bizarre de leur nez. Il est dépourvu de cartilage et les narines sont retournées. Celui-ci est un mâle. On le voit à la touffe de poils qui coiffe son crâne. Il a aussi une grande crinière noire sur le dos et une épaisse fourrure blanche sur les cuisses. L'un des traits de leur faciès ferait pâlir d'envie nombre de mannequins et d'actrices. Je n'ai jamais vu de lèvres aussi pulpeuses chez un animal. Et là, tout est naturel, pas besoin d'un plan de collagène. Celui-ci est en train de manger du lichen. C'est un aliment dur et plein de fibres, mais leur estomac est adapté à sa digestion. En hiver, le lichen constitue 90% de la nourriture des rhinopithèques qui vivent plus en altitude. Ceux-ci apprécient tout autant le lichen, mais leur régime est plus varié. Les rhinopithèques peuvent se nourrir de 6 espèces de plantes. Ils en mangent les feuilles, les fleurs et les fruits. Les membres d'une famille prennent généralement leur repas ensemble. Elle est composée de 2 à 5 femelles, de leurs petits et d'un mâle dominant. Les groupes familiaux peuvent se réunir pour former des bandes de plus de 200 individus. Mais aujourd'hui, les rhinopithèques du Yunnan sont menacés. Il en reste à peine 2000 et ces rassemblements importants sont devenus rares. Tous les jours, les femelles passent 1 heure ou 2 à se toiletter mutuellement. Ce rituel contribue à renforcer les liens entre les membres du groupe. Il permet aussi aux singes de se débarrasser des parasites. Les mâles participent moins souvent à l'épouillage et passent plus de temps seuls. C'est donc un grand honneur que celui-ci m'ait laissé l'accompagner presque toute la journée. En fait, il ne se soucie plus de moi. Je crois que je fais partie des meubles. Quand mon nouvel ami s'approche d'un autre mâle, ça fait des étincelles. Ces gesticulations viriles dégénèrent rarement en affrontement, mais elles perturbent tout de même un peu le clan. Moi-même, j'ai un peu l'impression de me retrouver au milieu d'une querelle de famille. Ces singes ont de très longues queues. Elles leur permettent de garder l'équilibre quand ils sautent d'arbre en arbre. Ces trapézistes de l'extrême enchaînent les acrobaties spectaculaires sans le moindre effort. Les petits se mettent très tôt à la gymnastique. Voici un groupe de jeunes en train de jouer. Les rhinopithèques du Yunnan n'ont qu'un seul petit à la fois. Ces jeunes sont nés au printemps. Ils ont un peu plus de 6 mois.
Ça fatigue de faire le fou. Il retourne voir maman pour un câlin et une gorgée de lait. Ça y est, il est de nouveau d'attaque. Il ne s'est pas reposé bien longtemps. Il se suspend à la queue de sa mère. Il y a peu de temps encore, l'avenir de ces rhinopithèques semblait compromis. Aujourd'hui, ils sont complètement protégés, de même que leurs précieuses forêts primaires. La compagnie de ces singes fabuleux est une agréable façon de conclure mon séjour au Yunnan. La prochaine fois, je serai dans les déserts du nord de la Chine. 40% du territoire chinois est aride et sec. À la nuit tombée, le désert grouille de petites créatures. Un gecko du désert. Un splendide hérisson aux longues oreilles. Et pour la première fois à la télévision, la curieuse gerboise à longues oreilles. Je ferai une excursion dans le désert à la rencontre de mammifères très rares, les chevaux de Przewalski. Et les chameaux de Bactriane. J'ai hâte de vous retrouver pour cette aventure dans les contrées arides. À la prochaine fois.